En 1956, la révolution algérienne entre dans une nouvelle phase. La guerre s'intensifie, mais le mouvement reste fragmenté. Il manque d'unité, de stratégie claire et d'un véritable leadership. Des dissensions profondes opposent les maquis de l'intérieur à la délégation extérieure du FLN basée au Caire. Pour répondre à cette crise, une réunion décisive est convoquée au cœur de la vallée de la Soumam. L'objectif, donner à la lutte une base politique solide et résoudre les contradictions qui menacent l'unité du mouvement. Du 20 août au 10 septembre 1956, le premier congrès du FLN est tenu dans la vallée de la Soumam, en plein cœur de la Kabylie, dans le village Ifri. Dans le document adopté par le congrès, Plateforme de la Soumam, deux idées principales se dégagent. Premièrement, le caractère algérien de la révolution et de l'indépendance nationale est priorisé vis-à-vis de toutes les contradictions internes de la société algérienne. Le Congrès a adopté la position de Ben Ramadan pour qui tous les problèmes doivent être mis en parenthèse jusqu'à l'indépendance. Deuxièmement, le Congrès définit la révolution comme une lutte pour la renaissance d'un État algérien sous la forme d'une république démocratique et sociale, et non la restauration d'une monarchie ou d'une théocratie. Lui opposant une Algérie islamique, les dirigeants arabes de la délégation extérieure du FLN installée au Caire dénoncent le Congrès comme sectaire. Le Congrès dégage trois principes fondamentaux sur lesquels doit reposer la révolution. Primauté du politique sur le militaire, primauté de l'intérieur sur l'extérieur et direction collective. Au Congrès de la Soumam, tous les problèmes politiques et militaires sont débattus. Il prononce le bannissement du pouvoir personnel et instaure le principe de la direction collective. Il condamne définitivement le culte de la personnalité. Ces critiques visent en fait Ben Bella, qui persiste dans sa démarche d'une solution négociée sans consulter les combattants de l'intérieur. En effet, Ben Bella était soupçonné de tenter de s'entendre avec les Français, ceci avec l'aide des Tunisiens et des Marocains pour son plus grand avantage. Les efforts de Ben Bella pour trouver une solution négociée sans avoir consulté les forces de l'intérieur se trouvaient également attaqués dans l'idée que des négociations ne pouvaient venir qu'après une lutte totale. C'est ainsi que vit le jour la formule « Pas de négociation avant la reconnaissance de l'indépendance ». Le Congrès de la Soumam crée également un exécutif, le Comité de coordination et d'exécution, ou le CCE, composé de 5 membres. Ben Kheddan, Ben Mhidir, Dahlav et Kirim. Ces 5 membres appartiennent tous aux forces de l'intérieur du FLN. Les membres de la délégation extérieure étant donc exclus de la direction politique, le conflit entre l'intérieur et Ben Bella devient une crise ouverte. Dans la lettre d'Aben qui accompagne les décisions irrévocables du Congrès à destination de la délégation extérieure, le ton est ferme et impératif. Il est logique que l'extérieur soit l'accessoire de l'intérieur. Il est impossible de diriger l'action de l'extérieur. L'intérieur doit entraîner l'extérieur parce que celui-là a une meilleure vue d'ensemble et détient les forces essentielles de la révolution. À la réception de ces documents par Ben Bella, la crise éclate. Parmi la délégation extérieure, seul Aït Ahmed appuie les décisions du Congrès. Dans une lettre adressée aux dirigeants de l'intérieur, Ben Bella s'est fortement opposé aux décisions du Congrès, notamment la remise en cause des points doctrinaux aussi fondamentaux que celui du caractère islamique des futures institutions politiques. Ces critiques de Ben Bella étaient, en définitive, une confirmation de sa conception antidémocratique du pouvoir et de sa rejection de la laïcité de l'État. Dans leur réplique à Ben Bella, Ben et Ben Mhidir défendent les décisions du Congrès en ces termes. C'est une loi de l'histoire, vieille comme le monde, qui veut qu'on ne saurait pas valablement et efficacement diriger une révolution sans vivre au milieu de cette révolution. Ceux qui quotidiennement sont en contact avec l'ennemi d'une part et le peuple et les combattants de l'autre sont mieux à même de juger de la situation et d'agir en conséquence. La méfiance du chef militaire kabyle Kirim Belkacem à l'égard de Ben Ramadan sera déterminante dans son isolement et dans son élimination ultérieure. Kirim se fait donc l'allié des anti-kabyles, Ben Bella et Boudiaf. Quant aux Égyptiens, ne pardonnant pas à Ben sa politique algérianiste hostile à leur hégémonie,
Ils font de ce nationaliste révolutionnaire kabyle un anti-arabe. Complètement isolé, Aben a été, selon Mohamed el-Bdjawi, de la manière la plus lâche, attiré dans un guet-apens et assassiné de sang-froid par ceux qu'il croyait les siens. Son assassinat, décidé en dehors de toute instance dirigeante de l'intérieur, eut lieu le 27 décembre 1957 au Maroc. Le meurtre d'Aben infléchit tout le destin des organismes dirigeants du FLN. L'œuvre unificatrice d'Aben tendait à empêcher ce qu'on appellera plus tard le wilaïsme, qui dérivait de la tendance naturelle de certains chefs de maquis à considérer leur région comme un fief. Lui disparu, le féodalisme spontané reprit le dessus. Avec l'assassinat d'Aben disparaît la seule tentative sérieuse de faire du FLN un parti qui aurait pu incarner, à l'indépendance, la volonté populaire et la réalité nationale de l'Algérie algérienne. De l'assassinat d'Aben date la prise du pouvoir politique par les militaires et la réorientation du mouvement révolutionnaire vers l'arabo-islamisme, le clientélisme et l'opportunisme. Fidèles aux idéaux de la révolution, les deux théoriciens de la révolution algérienne, Aben Ramdan et Hussein Eid Ahmed, opposant la même détermination face au colonialisme et aux conceptions autoritaires de certains dirigeants du FLN, sont éliminés par ces derniers. Le premier physiquement, le second politiquement, c'est-à-dire condamné à ne jouer qu'un rôle secondaire sur le plan national.